Donc bonjour, je ne suis pas Cyril Feit, je suis Mathilde Merlot et donc j'appartiens à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, à la direction de l'évaluation des risques, et je m'occupe d'un dispositif qui s'appelle le dispositif de phytopharmacovigilance, qui est tout nouveau, qui date de fin 2014, qui a été créé par une loi qui s'appelle la loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt, et dont l'objectif est de surveiller les effets indésirables des produits phytopharmaceutiques sur plein de choses, et notamment sur la santé humaine, sur la santé des animaux, sur la santé des végétaux, sur la contamination des milieux et les impacts sur l'homme ou l'animal, ainsi que les phénomènes d'apparition de résistance. Et le travail que je vais vous présenter aujourd'hui est une brique du dispositif, puisqu'il vient contribuer à améliorer les connaissances s'agissant de l'exposition des populations, et en l'occurrence là des enfants, des 0-3 ans, aux résidus de pesticides et les risques sanitaires liés à cette exposition. Alors c'est une étude qui est longue, 2010-2016, c'est une étude qui est coûteuse, qui a mobilisé beaucoup de monde à l'ANSES, plusieurs unités. Là, je vais essentiellement vous présenter les résultats liés aux résidus de pesticides, bien qu'il y ait bien d'autres substances qui aient été recherchées dans le cadre de cette étude. Et au préalable, je vous donnerai quelques éléments de méthodologie ainsi que les objectifs principaux de l'étude. Alors, si je ne me trompe pas, non. C'est ça. Alors, l'objectif principal, comme je vous l'indiquais, il s'agit d'évaluer l'exposition alimentaire des populations pour des substances d'intérêt en termes de sécurité sanitaire. C'est un outil de santé publique qui doit permettre aux gestionnaires de mettre en place des mesures de gestion permettant notamment de réduire les expositions et les risques pour les populations. La méthode, elle est relativement simple. Il s'agit de combiner des données de consommation et des données de contamination ou de composition des aliments qui sont consommés. C'est une méthode, les études de l'alimentation totale, qui sont standardisées au niveau international, puisque l'OMS a mis en place des méthodes permettant de mettre en place des études de l'alimentation totale, et il y a également des travaux au niveau de l'EFSA permettant de standardiser au niveau européen ce type d'approche, donc les études de l'alimentation totale. Alors qu'en est-il en France ? Les résultats que je vais aujourd'hui vous présenter ne constituent pas la première étude de l'alimentation totale. Il y en a déjà eu deux au préalable. Une en 2001, une première EAT qui a couvert la période 2001-2005, mais pour laquelle, à l'époque, les résidus de pesticides n'étaient pas inclus. C'était une étude sur la population générale, donc plutôt les adultes, mais les pesticides n'étaient pas inclus. Il y a une deuxième étude de l'alimentation totale qui a couvert la période 2006-2011, toujours en population générale, donc chez des adultes, qui a intégré pour la première fois les résidus de pesticides. Et puis cette étude ne permettait pas de couvrir les enfants, donc les enfants en bas âge, donc les 0-3 ans, et la spécificité en termes de consommation alimentaire, d'où la mise en place d'une troisième étude de l'alimentation totale permettant de couvrir les 0-3 ans. Alors, comment se passe une étude de l'alimentation totale ? Encore une fois, c'est des études qui sont standardisées, donc principalement en 3 étapes. La première, c'est de constituer un échantillonnage représentatif des consommations alimentaires intégrant les pratiques. Cet échantillonnage doit permettre de couvrir au mieux le régime alimentaire de la population considérée, et on estime qu'il est convenable de couvrir 80 à 90% du régime alimentaire, en l'occurrence des 0-3 ans. Une fois que cet échantillonnage est fait, donc on a constitué les aliments avec la spécificité de prélever des aliments et de préparer les aliments tels que consommés, la deuxième étape consiste à analyser les échantillons, des échantillons composites, préparés tels que consommés. Les analyses sont faites par des laboratoires accrédités en veillant à avoir des limites analytiques les plus basses possibles, permettant de réduire les incertitudes en termes d'évaluation des expositions et évaluation des risques. Et donc ces 2 premières étapes nous permettent in fine d'évaluer les expositions chroniques de la population pour les enfants non allaités de 0-3 ans. Donc dans le régime alimentaire de l'étude dont je vais vous présenter les résultats, n'est pas pris en compte l'allaitement maternel. Alors, sur la première étape, comment fait-on le choix des aliments ? Le choix des aliments, il est basé sur la connaissance des consommations que l'on a pour la population considérée, donc les 0-3 ans. En l'occurrence, pour cette étude, on s'est basé sur une étude de consommation faite par le Syndicat français des aliments de l'enfance qui date de 2005.
Et donc les aliments sont sélectionnés au regard des consommations qui sont déclarées dans ce type d'enquête. Donc ce sont les aliments les plus consommés qui sont sélectionnés et on a tenu compte de la diversification des différents stades de diversification alimentaire pour les enfants de 0-3 ans en considérant 4 classes d'âge, les 1-4 mois, les 5-6 mois, les 7-12 mois et enfin les 13-36 mois. La sélection des aliments se fait également en tenant compte des différentes pratiques des parents, à la fois de distribution, c'est-à-dire les circuits de distribution qui vont être fréquentés par les parents lorsqu'ils achètent des aliments pour leurs enfants, mais également sur les pratiques de préparation des denrées telles que consommées. Donc on va s'interroger sur comment les Français consomment, enfin comment les 0-3 ans du coup consomment ces aliments, avec quels sont les parfums, les arômes les plus consommés par les petits, quels sont les lieux d'achat des parents, donc les GMS, les commerces, les marchés, quelles sont les marques achetées par les parents, les modes de préparation, notamment sur la cuisson, sur les ustensiles utilisés et le type de conditionnement. Et c'est par des informations le plus représentatives possible des comportements des parents en termes de modalités de consommation de leurs enfants et de préparation des aliments que l'on va calibrer l'échantillonnage des aliments pour l'étude de l'alimentation totale. Alors au final, voilà, ce sont près de 5500 produits qui ont été achetés, des produits spécifiques pour les 0-3 ans ainsi que des produits de l'alimentation courante, puisque les 13-36 mois commencent à consommer des aliments comme les adultes. Et à partir de l'ensemble de ces produits, on a constitué environ 460 échantillons composites. Et derrière le bandeau, vous avez un exemple d'un échantillon. Donc là, en l'occurrence, ce sont des épinards. Et vous voyez que cet échantillon d'épinards, il est constitué d'une douzaine de sous-échantillons avec des lieux d'achat différents pour ces différents sous-échantillons, des modes de conservation à l'achat différents, des marques différentes, y compris pour le conditionnement, la cuisson, les types d'ustensiles utilisés par les parents et les temps de cuisson. Et l'ensemble de ces variables tiennent compte des pratiques des parents par rapport à ces différents items. Alors sur les substances qui ont été suivies pour cette étude, au total ce sont 670 substances qui ont été analysées. Sur cette diapositive sont représentées l'ensemble des familles qui ont été recherchées et donc vous voyez qu'il y a une très large palette de substances recherchées et notamment les résidus de pesticides sur la partie en haut à gauche, mais également des polluants organiques persistants, donc des PCB, des furanes, des dioxines, des retardateurs de flammes bromées, des composés perfluorés, le bisphénol, des phthalates, HAP, acrylamide et furanes, ainsi que d'autres familles de substances. Alors, comment se fait le calcul de l'exposition ? Donc, on a des informations sur la consommation des enfants des 0-3 ans via l'enquête de consommation, ce qui nous donne pour chacun des enfants des quantités consommées pour chacun des aliments du régime alimentaire. Cette information-là, elle est combinée avec les résultats produits dans le cadre de l'EATI sur la base des échantillons, des produits achetés, des échantillons préparés qui sont ensuite analysés, ce qui nous donne des quantités présentes dans chacun des échantillons pour chacune des substances d'intérêt pour l'étude. Donc on combine la consommation avec la contamination, y compris les données de l'eau du robinet. Cette quantité en termes d'exposition est ramenée au poids corporel de l'enfant, ce qui nous fait une exposition en microgrammes par kilogramme de poids corporel et par jour. Et donc en sommant pour une substance donnée l'ensemble de la contribution de tous les aliments du régime alimentaire, on arrive pour un enfant à une exposition totale pour une substance donnée pour une journée. Cette estimation elle est faite par classe d'âge et donc on a par enfant l'exposition, ce qui nous donne une distribution de l'exposition dans la population de laquelle on peut retirer notamment une exposition moyenne ainsi que celle des enfants les plus exposés. À partir de là, en termes d'évaluation des risques, donc une fois que l'exposition est estimée au niveau individuel, sur la base de la connaissance des dangers de chacune des substances, on va évaluer le risque en évaluant le pourcentage des individus dans la population qui dépassent les valeurs de référence. Donc, en l'occurrence, pour les produits phytopharmaceutiques et les pesticides, ça va être des doses journalières admissibles. Et on identifie également les aliments qui contribuent le plus à l'exposition. Ces informations-là permettent d'établir des recommandations de gestion ou de recherche à destination des ministères, des industriels, des consommateurs ou des scientifiques. Alors à quoi l'étude ne sert pas ? Parce que même si c'est une étude qui dure très longtemps et qui mobilise énormément d'équipes,
Elle présente ses limites, comme tout type d'étude. Donc, son principal objectif est de caractériser l'exposition ou l'apport alimentaire chronique des enfants de 0-3 ans, non allaités, à des substances d'intérêt. En revanche, il y a un certain nombre de sujets qu'elle ne va pas couvrir, et notamment l'exposition des enfants allaités, l'exposition de groupes de populations particulières, notamment les enfants prématurés et les enfants qui vivent hors de la métropole. En termes de consommation, les régimes particuliers ne vont pas être couverts, ainsi que la prise de compléments alimentaires. Et en termes d'exposition, comme les échantillons analysés sont des mélanges d'échantillons, on ne va pas viser la caractérisation, l'estimation de l'exposition aiguë, les expositions dues à des situations particulières ou l'exposition prénatale, et enfin on ne va pas non plus évaluer d'autres sources d'exposition, notamment par exemple par la voie aérienne. Enfin, on ne va pas évaluer les risques à des cocktails d'exposition. Mais bien entendu, c'est une source d'information qui est extrêmement riche pour d'autres types d'études qui pourraient contribuer à répondre à ces questions. Alors, comment vont être classées les différentes substances à l'issue de la production de ces résultats en termes d'exposition et de risque? Les substances ont été catégorisées en 4 grandes catégories. Les substances pour lesquelles le risque est jugé tolérable ou acceptable, donc sont les substances pour lesquelles il n'y a pas de dépassement des valeurs de référence, donc en l'occurrence les doses journalières admissibles pour les résidus de pesticides. Nous avons des substances pour lesquelles le risque ne peut pas être exclu, donc il y a des incertitudes quant à l'estimation de l'exposition et des risques pour les 0-3 ans. Des substances pour lesquelles la situation est jugée préoccupante, donc avec des dépassements significatifs des valeurs de référence. Et enfin, des substances pour lesquelles il est impossible de conclure parce qu'il y a des données manquantes dans l'étude qui peuvent être en termes de connaissance des dangers, en termes de couverture du régime alimentaire ou en termes de type de techniques analytiques qui introduisent des incertitudes quant à l'estimation de l'exposition des 0-3 ans. Donc ça, c'était tout le préalable. Maintenant, sur les pesticides, voilà ce que ça donne. Donc, parmi les 670 substances qui ont été recherchées dans le cadre de cette étude, il y a 469 résidus de pesticides qui ont été analysés, avec des techniques analytiques qui nous permettent de bien améliorer les limites de quantification par rapport à la précédente étude de l'alimentation totale, l'étude de l'alimentation totale numéro 2. Donc ce qui est important pour nous, parce que ça permet de réduire les incertitudes, et même dans des situations où les substances sont peu quantifiées, si les limites de quantification sont suffisamment basses, on arrive plus facilement à exclure un risque potentiel. Alors sur ces 469 substances analysées, on a 8% des substances qui ont été quantifiées au moins une fois dans un des échantillons. Sur l'ensemble des échantillons, il y en a un tiers environ dans lequel au moins une substance a été retrouvée. En termes d'évaluation des expositions et des risques, il y a 17 substances jugées pertinentes pour lesquelles on n'a pas été capable de conclure. C'est des substances qui sont pertinentes parce qu'elles ont un profil toxicologique qui n'est pas très favorable. Donc c'est des substances CMR, cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, ou des substances potentiellement perturbateurs endocriniens. Donc des substances pour lesquelles on aurait souhaité pour estimer les expositions et les risques, mais on n'a pas été capable de le faire pour différentes raisons que je vous présenterai ultérieurement. Et en revanche, il y a 281 substances sur le total pour lesquelles on a été en capacité d'estimer les expositions et les risques. Sur ces 281 substances, les résultats sont plutôt rassurants puisque la très grande majorité, 278, n'entraîne aucun dépassement des valeurs toxicologiques de référence, en l'occurrence la dose journalière admissible. Et enfin, il y a 3 substances pour lesquelles nous n'avons pas été en capacité de conclure et le risque n'a pas pu être écarté. Pour 2 polluants organiques persistants qui sont la dieldrine et le lindane d'une part, et pour le propylène thioré qui lui est un métabolite du propineb, qui est un fongicide qui est encore autorisé aujourd'hui en France, et c'est un métabolite qui apparaît notamment après avoir chauffé les aliments. Et pour ces 3 substances-là, les niveaux de quantification sont faibles. En revanche, les techniques analytiques proposées par les laboratoires font que, dans ces circonstances, les limites de quantification restent encore trop élevées pour qu'on ait des doutes sur le dépassement des doses journalières admissibles. Donc nous n'avons pas été en capacité de conclure pour ces 3 substances. Alors ensuite, sur les 17 substances qui sont dans la partie droite au milieu de la diapositive, donc des substances pertinentes pour lesquelles on n'a pas été en capacité de conclure faute de connaissances. Alors c'est un petit peu petit, mais elles sont résumées ici. Donc sur la partie gauche, vous avez la liste des substances classées en 3 catégories. La première catégorie, donc, qui concerne 4 substances, sont des substances pour lesquelles les dangers sont peu connus et donc on n'a pas de dose journalière admissible pour ces substances.
Donc là, c'est des substances pour lesquelles il mériterait de mieux connaître les dangers de ces substances. La catégorie du milieu, c'est des substances pour lesquelles on a encore un peu de denrées alimentaires qui ont été prélevées et dans lesquelles on s'attend éventuellement à retrouver la substance et qui pourraient contribuer à l'exposition des 0,3 ans. Donc pour ces substances-là, il s'agirait de prélever davantage d'échantillons de denrées susceptibles d'être consommées par les 0,3 ans et de faire de nouvelles analyses, donc de compléter le régime alimentaire de l'enfant. Et enfin, la dernière catégorie, celle du bas, concerne plus des problématiques liées aux techniques analytiques, puisqu'on n'a pas été en capacité de bien analyser les métabolites de ces substances. Et du coup, on n'a pas été capable de conclure en termes d'évaluation des risques, puisque quand on évalue les expositions et les risques, on tient compte de la substance mère, mais également de tous ces métabolites. Et c'est l'ensemble de ces substances-là que l'on intègre en termes d'estimation des expositions et des risques. Et donc pour les 5 substances qui sont en bas de la diapositive, on a une mauvaise appréciation de la quantification de ces métabolites. Voilà pour les pesticides, donc des résultats plutôt rassurants avec des incertitudes qui demeurent, avec une priorisation sur une petite vingtaine de substances et 3 substances pour lesquelles le risque n'a pas pu être écarté, dont 2 polluants organiques persistants sur lesquels aujourd'hui les moyens d'action sont quand même relativement limités, puisque dieldrine et lindane, c'est des substances pour lesquelles il n'y a plus d'autorisation depuis longtemps. En termes de perspective et d'une manière générale cette fois-ci, donc comme je vous l'indiquais, l'allaitement maternel n'a pas été pris en compte dans cette étude. En revanche, parallèlement à la conduite de cette étude, une étude a été mise en place pour analyser la contamination du lait maternel. Donc c'est une étude également conduite par l'ANSES qui s'appelle Contalait, avec une évaluation des bénéfices et des risques associés à l'allaitement maternel qui pourrait être menée. Donc là, les travaux sont actuellement en cours. Je ne vous ai pas présenté non plus de résultats en relation avec l'estimation des mélanges de substances. Comme je vous l'indiquais, cette étude fournit du matériel pour faire ce type de travail, et donc ils sont actuellement en cours dans le cadre d'un projet de recherche qui s'appelle Cocktail, auquel contribue également l'ANSES. Et enfin, en termes d'exposition agrégée, ça donne aussi des connaissances et de la matière pour combiner ces informations sur l'exposition via l'alimentation avec d'autres sources d'informations, notamment sur l'exposition par la voie aérienne ou l'exposition par la voie cutanée qui peut être importante chez les enfants. Voilà pour la présentation des résultats de l'étude de l'alimentation totale chez les enfants, donc chez les 0,3 ans, pour les résidus de pesticides. Je crois que la présentation est terminée et je vous encourage vivement, pour plus d'informations, à jeter un coup d'œil sur les rapports volumineux, mais néanmoins disponibles sur le site de l'ANSES et que vous devriez trouver assez facilement. Je vous remercie de votre attention.